Il arrive qu'on trouve un billet par terre dans le métro, ou alors un bagage abandonné à la rigueur, mais trouver un bébé, ça n'arrive jamais. Et c'est pourtant ce qui va arriver à Danny Stewart alors qu'il rentrait chez lui. Découvrez aujourd'hui l'adorable histoire du bébé métro. Direction le quartier de Chelsea, à Manhattan, aux États-Unis. Nous sommes alors le 28 août 2000, aux alentours de 20h. Nous sommes alors juste après la cohue de l'heure de pointe. Le métro se vide alors doucement et David Stewart, 34 ans, presse le pas. Il a rendez-vous pour dîner avec son petit copain Peter Mercurio, 32 ans, surnommé Pete. Et il est en retard. Alors quand son métro arrive à la station 14th Street, il est le premier à bondir hors de la rame. Cet assistant social sort donc en trombe et se précipite vers la sortie. Il ne lui reste qu'à emprunter l'escalier principal qui mène vers l'extérieur lorsqu'il aperçoit du coin de l'œil quelque chose au sol. C'est de toute évidence une poupée enveloppée dans un linge. Et ça l'étonne, il se demande pourquoi un enfant aurait laissé sa poupée ici, mais Danny n'a pas le temps de s'attarder, alors il monte les escaliers, mais il a un drôle de pressentiment. Alors dans le doute, il se tourne une dernière fois, il regarde à nouveau la petite poupée et se rend compte qu'elle bouge. Et en effet, ce n'est pas une poupée, c'est un nouveau-né et il est enveloppé dans un t-shirt et seules ses jambes dépassent. Il dira « J'ai aperçu sur le sol contre le mur ce que j'ai cru être une poupée et j'ai jeté un coup d'œil en arrière et c'est à ce moment que j'ai remarqué ses jambes bouger. Il n'avait pas de vêtements, il était juste enveloppé dans ce sweatshirt, son cordon ombilical était encore partiellement intact, alors j'ai immédiatement pensé qu'il s'agissait là d'un nouveau-né de peut-être 1 ou 2 jours. Et le bébé, effectivement, est minuscule. Alors incrédule, Danny regarde autour de lui et il n'y a personne. Alors il réalise qu'il vient probablement d'être abandonné. Il rebrousse aussitôt chemin et se saisit délicatement du bébé. Il est si petit, si fragile et surtout, il est d'un calme olympien. Son petit regard se porte sur celui de Danny qui plonge, à son tour, le sien dans celui du poupon. Danny a l'habitude des affaires familiales difficiles, c'est son métier d'aider les autres et notamment les familles en difficulté, mais de sa vie, il n'avait jamais entendu pareille histoire. Et puis d'un coup, d'un seul, il ne pense plus à rien. Il y a juste ce bébé et lui, et ils sont comme seuls au monde. Il ne peut détacher son regard de celui de l'enfant. Danny dira que, bien que calme, le bébé avait le regard vif, les yeux tout écarquillés. Et comment ne pas être touché par un pareil spectacle? Et Danny en est bouleversé. Il sent son cœur fondre doucement pour cette petite merveille. Il dira d'ailleurs « Je suis sûr que ce n'était que quelques minutes, mais le temps s'est arrêté alors que mon cœur battait la chamade. » Mais le plus urgent est d'aider le bambin. Il dira « Il a levé les yeux et je lui ai caressé la tête, puis il a gémi un peu. » Cela semblait vraiment irréel et à ce moment, j'ai essayé d'alerter les gens de ce qui se passait, mais je ne pouvais attirer l'attention de personne. Et effectivement, appelons un chat, tout le monde s'en fout. Les gens sont pressés, alors ils ne jettent même pas un regard. Personne d'autre que Danny ne réalise ce qu'il se passe. Et pourtant Danny insiste, il crie « S'il vous plaît, appelez la police !» Quelques personnes lèvent les yeux vers lui, mais personne ne réagit. Et tout ça se passe juste avant que les téléphones portables n'inondent le marché, alors Danny est bien embêté. Il se précipite au hasard vers une femme pour lui demander de l'aide, mais c'est là une touriste et elle ne parle pas anglais. Il a dit, elle ne comprenait pas vraiment ce que je lui disais, et même quand j'essayais de montrer le bébé, elle ne comprenait pas, et je pense qu'elle pensait probablement que j'étais un peu dérangée. Et Danny a peur. Il a peur que le bébé soit blessé, il sait que le temps presse, mais il a bien compris que personne ne lui viendra en aide. Alors il repose le bambin, se précipite dehors jusqu'à une cabine téléphonique, dans laquelle il passe un appel au 911, le service des urgences. Il dit « Allô, j'ai trouvé un bébé ». Il indique le lieu et retourne en trombe à côté du bébé, qu'il prend dans ses bras. Et il attend,
il attend encore et toujours, mais aucune trace des policiers. Il dira que le temps lui a paru si long, alors il comprend qu'on ne l'a sans doute pas cru, et c'est là qu'il pense à son petit ami, Pete. Les deux vivent ensemble, en colocation, avec une tierce personne. Il a rencontré Pete, scénariste de profession et dramaturge, 3 ans plus tôt par l'intermédiaire d'un ami de l'équipe de softball de Pete. Il se dit alors qu'il va appeler Pete, et que Pete saura convaincre le service des urgences, quitte à se déplacer dans un poste de police. Alors il retourne à la cabine, avec le bébé cette fois, il l'appelle chez lui, et Pete écoute incrédule l'histoire de Danny, qui lui explique que personne n'a l'air de le croire. Et Pete regarde par la fenêtre de l'appartement, qui donne justement sur la station de métro, il n'en croit pas ses yeux. Il voit effectivement Danny avec un bébé. Il dira « Tous mes poils se sont hérissés ». Et au même moment, une équipe de police arrive enfin sur les lieux. Et les agents sont les premiers surpris. Et cette fois, la scène va enfin alerter les badauds. Alors ils sont tous autour du petit bébé, mais les policiers ont conscience de l'urgence. Alors ils embarquent avec eux le bébé direction les urgences pour un examen. Et ils prennent en passant les coordonnées de Danny. Et Danny voit ainsi le bébé s'éloigner dans les bras des policiers. Puis c'est bientôt la voiture des policiers qui disparaît à son tour. Et Danny reste là, au milieu du trottoir, et il ne peut détacher son regard de l'horizon, quand bien même il n'y a plus de voiture, et il reste silencieux. Il a le regard triste. En réalité, même s'il ne s'en rend pas encore compte, telle une maman qui vient d'accoucher, Danny est tombé amoureux de ce petit. Et il ne lui a fallu qu'une fraction de seconde pour tomber amoureux. Et puis il comprend, alors il lui prend la main et il lui dit « Tu sais, tu vas être connecté à ce bébé d'une manière ou d'une autre pour le reste de ta vie. » Et Danny lui demande pourquoi il dit ça, ce à quoi Pete répond « Eh bien finalement cet enfant va apprendre la nuit où il a été trouvé, et il voudra peut-être trouver la personne qui l'a découvert. Peut-être y a-t-il un moyen de savoir où il se trouve et d'envoyer un cadeau d'anniversaire chaque année à cette date. » Et Pete lui dit ça pour le rassurer, parce qu'il voit bien que son compagnon est triste. Et les deux hommes retournent à leur appartement. Mais dès le lendemain, la nouvelle fait le tour des médias. Un bébé retrouvé dans le métro, avouons-le, ce n'est pas banal, et les journalistes mettent rapidement la main sur les coordonnées du sauveur. Et d'ailleurs, Danny accordera plusieurs interviews, mais dès le lendemain, inquiet du sort du bébé, il se présente, fébrile, aux urgences pour avoir de ses nouvelles. Alors, il demande est-ce que quelqu'un a des nouvelles du bébé, mais malheureusement personne sur place n'est en mesure de le renseigner, ni sur son état de santé, ni sur son devenir. Voilà, se dit Danny, c'est fini. Il se dit qu'il ne le reverra jamais plus, d'ailleurs il se demande même ce qu'il est venu faire là. Il est triste, mais il se dit qu'il doit être entre de bonnes mains, alors la vie reprend son cours. Mais alors que 3 mois se sont écoulés, Danny reçoit une convocation au tribunal administratif pour une audience prévue en décembre 2000. La juge veut savoir dans quelles circonstances il a trouvé le bébé. Et Danny est ravi. Il se dit qu'il croisera peut-être le petit, ou qu'il aura un minimum de nouvelles. Et le jour de l'audience arrive, Danny est sur son 31, il raconte avec beaucoup d'émotion son histoire, et la juge, qui ne levait pas les yeux de ses fiches, en entendant Danny parler, eh bien elle lève les yeux. Et elle sent que c'est là un homme profondément touché par cette expérience. Elle le dévore des yeux même. Pourtant Danny a fini de raconter son histoire. Il doit en principe quitter la salle, mais la juge lui demande s'il veut bien rester un peu, pour attendre la fin de l'audience. Danny est d'accord, c'est désormais au tour des policiers de témoigner. Ils expliquent qu'ils sont bien obligés de constater qu'ils n'ont aucune trace de la personne qui a abandonné le bébé, ni pourquoi, ni comment. C'est un flou artistique total. Et puis alors que l'audience touche à sa fin, la juge s'adresse à Danny et lui dit « Monsieur Stewart, je veux que vous sachiez ce qu'il va se passer. De toute évidence, le bébé a été abandonné et nous voulons le placer en famille d'accueil préadoptive le plus rapidement possible. » Danny, assistant social, sait que c'est la procédure, il se dit que c'est logique. Et puis la juge poursuit « Monsieur Stewart, souhaitez-vous adopter ce bébé ?» Et là, silence dans la salle. Et tous les regards sont braqués sur Danny qui ne réalise pas du tout ce qu'il vient d'entendre. Et il a du mal à y croire. Un bébé ? Ce bébé ? Et les mots ont du mal à sortir de sa bouche. Il répond fébrile « Oui ». Et puis il réalise vraiment. Et c'est avec assurance qu'il le dit. « Oui, oui, madame la juge, je veux adopter le bébé ». Et même s'il a du mal à y croire encore une fois, il connaît ce genre de procédure. Et il sait que personne ne serait assez fou
pour confier un enfant à un homme célibataire, mais pas cette juge. Dany dira plus tard, elle a vu une connexion qui était déjà établie et a eu l'intuition que je serais la bonne personne. Et à ce stade, personne ne sait que Dany est en couple avec Pete. La juge le croit célibataire. Elle ne connaît rien de l'orientation sentimentale de Dany. Dany qui pense encore à ce jour qu'il n'aurait jamais eu la garde s'il n'avait pas menti à ce sujet. Dany veut l'adopter, mais il n'y croit toujours pas. Il dit à la juge que même s'il le souhaite très fort, il doute qu'on le laissera un jour l'adopter. Il dit, je cite, « Je ne pense pas que ce soit aussi simple que ça », en parlant bien évidemment des démarches, ce à quoi la juge, avec un sourire en coin, lui répond « Eh bien si, ça peut l'être ». Dany dira plus tard, je cite, « Je me sentais connectée avec ce bébé, ce n'était pas une simple opportunité à mes yeux, c'était un cadeau du ciel. Et comment pouvez-vous dire non à un si beau cadeau ? Et on pense que c'est parce qu'il était assistant social depuis des années et qu'il avait fait ses preuves que la juge lui a fait confiance. Après tout, si son métier c'est de veiller et d'aider les autres, qui de mieux placé que cet homme pour élever ce petit ? D'ailleurs, l'enquête concernant les parents va se poursuivre, mais elle ne donnera encore et toujours rien. Les agents n'ont trouvé aucune trace d'un bébé correspondant à la description de ce bébé dans les hôpitaux voisins. Personne n'est venu le réclamer, et puis personne n'a rien vu, rien entendu. Ce bébé est un mystère, et qui reste d'ailleurs, encore à ce jour, irrésolu. Pourquoi et par qui a-t-il été laissé à l'entrée du métro un soir d'été ? Ça, personne ne le sait. Et toutes les hypothèses sont possibles. Dany, aussitôt sorti du tribunal, s'est précipité dans une cabine téléphonique pour annoncer la formidable nouvelle à Pete. Mais Pete prend peur. Comment ça ? Un bébé ? Dans la tête de Pete, ce n'est pas possible. Et il dira « Je ne voulais pas que ma vie change. J'étais heureux, tel que nous étions, et cela allait tout changer, alors j'ai eu peur. Nous n'avions pas d'argent, nous n'avions pas d'espace, nous avions toujours un colocataire, et j'étais en colère contre Dany. Je lui ai dit « Comment as-tu pu dire oui sans me consulter d'abord ?» Alors il supplie Dany de rebrousser chemin et d'aller dire à la juge qu'il a changé d'avis. Mais Dany est déterminée. Cet enfant, il l'aura, avec ou sans lui. Et la situation les a presque déchirés, à vrai dire. Pete a été presque cruel avec Dany, lui disant des choses horribles pendant des semaines pour le dissuader, comme par exemple « Bonne chance, ça va pas être joyeux d'être un père célibataire à New York. » Et pourtant, il y a toute une partie de lui qui ne rêve que de ça. Oui, Pete rêve aussi de fonder une famille, mais il est terrifié. Alors oui, il a bien rêvé de mariage, si un jour c'est autorisé, mais de là à avoir l'audace de penser qu'il aura un enfant un jour, ça non. C'était impossible à ses yeux. Alors, Pete n'a pas mis longtemps à se laisser convaincre. Le processus de l'adoption durera plus d'1 an, processus, vous l'aurez compris, dans lequel Pete est complètement absent et le couple ne veut pas éveiller les soupçons. Ils savent que si quelqu'un aux services sociaux apprend leur relation, tout est fichu. Donc pendant plusieurs mois, les antécédents de Dany sont vérifiés. N'allez pas croire qu'on lui a donné le bébé tout de suite comme ça. Non, on vérifie que Dany n'a pas de casier judiciaire et il doit suivre une formation parentale où ses aptitudes sont passées au crible. Mais si le bébé n'est pas encore à lui, Dany le voit tous les jours et il va l'appeler Kevin. Son bébé métro, comme il aime l'appeler. Et le prénom Kevin n'est pas un choix au hasard. En effet, la maman de Dany avait eu un enfant avant Dany, mais le pauvre était mort, il n'avait pas survécu. Et Dany, pour des raisons qu'il n'arrive toujours pas à expliquer, a eu le sentiment qu'il devait appeler cet enfant Kevin. Alors imaginez l'émotion de la maman de Dany lorsqu'elle a appris ça. Et imaginez aussi la première fois que Dany a revu Kevin. Il a expliqué que le bambin était toujours aussi calme, et qu'il l'a regardé avec ses grands yeux. Il l'a pris dans ses bras, et il lui a dit, les larmes aux yeux, « Tu te souviens de moi ?» Et il a expliqué avoir ressenti une immense vague de chaleur. Alors forcément, il est triste de devoir le quitter chaque soir, et il sent son fils malheureux. Il a une éruption de boutons au niveau du nombril, puis une autre au niveau des hanches, et puis son regard est triste. Mais à chaque fois, son regard s'illumine lorsqu'il voit Dany. Et c'est avec la joie d'un enfant que Dany se précipitait chaque jour à la pouponnière pour le voir. Et Pete l'accompagnait de temps en temps, mais pas trop, pour ne pas éveiller les soupçons, et il est présenté comme un ami. Et lui aussi se souvient avoir été envahi par une vague d'amour en tenant pour la première fois le bébé dans ses bras.
Il se souvient même que Kevin lui avait saisi le doigt et qu'il l'avait serré de toutes ses forces de bébé. Et qu'il avait une sacrée force d'ailleurs, ce bébé. Et il dira, il me regardait, je le regardais, et c'est presque comme s'il avait trouvé un point sensible quelque part dans mon doigt qui était relié à mon cœur et à ma tête et qui m'a prouvé à ce moment-là que je pouvais être parent, que je pouvais être son père. Et il tombe lui aussi amoureux du petit bébé. Puis une audience arrive. Une audience prévue pour déterminer quand le bébé allait commencer à passer quelque temps chez ses parents. Et la juge ordonne que le bébé soit prêt dans moins de 2 jours. Elle veut que le bébé passe les fêtes de fin d'année avec sa nouvelle famille. C'est à peu près 1 an après qu'il ait été retrouvé. Elle ne veut pas que ce bébé passe le jour de Noël seul à la pouponnière. Mais attention, encore une fois, c'est un test. Le bébé n'y restera que quelques semaines, ou plutôt quelques jours. Pete et Danny ne s'attendaient pas à ça, ils pensaient que ça allait prendre encore des mois et des mois avant qu'on ne le leur confie, quand bien même quelques jours. Mais la juge, qui, soit dit en passant, a souhaité garder l'anonymat, va mettre la pression sur les services sociaux pour accélérer les démarches et pour que le bébé soit remis à Danny sous 2 jours. Elle estime qu'il est inutile d'attendre plus longtemps pour se lancer. Et voilà que Danny est légalement le père de Kevin. Il peut enfin le ramener à la maison pour le plus grand plaisir de Pete, mais ils sont encore une fois dans une petite phase de test. Et ils ont expliqué que quand ils l'ont récupéré, ils l'avaient emmitouflé dans une couverture, il neigeait alors, et devinez quoi, ils ont pris le métro pour rentrer chez eux. Et que d'émotion prendre le métro avec leur bébé métro, là où tout a commencé, les papas n'en revenaient pas. Et bien sûr, ils sont suivis par une assistante sociale chargée de vérifier le bien-être de l'enfant, mais le moment tant redouté arrive, ils doivent remettre le bébé aux services sociaux. Et ils vont passer des dizaines d'appels pour tenter de les convaincre de le leur laisser, leur disant qu'il est plus heureux avec eux, mais en vain. Et c'est désespéré qu'ils ramènent le bébé à la pouponnière. Et puis, hasard du calendrier, de terribles événements vont drastiquement retarder l'arrivée du bébé à la maison. Ils n'auront de cesse donc de faire des allers-retours à la pouponnière jusqu'au 17 décembre 2002. Ça y est, le parcours du combattant est fini. Kevin est désormais autorisé à aller vivre chez Danny. Enfin, se disent les papas. La petite famille a rapidement pris ses marques. Leur petit rituel, c'était de border le bébé tous les soirs, sans exception, et de lui lire des histoires. Et Pete, artiste à ses heures perdues, avait même, alors que Kevin n'avait que 3 ans, dessiné un petit livre pour lui. Un adorable petit livre pour enfants qui racontait sa jolie histoire. Le métro, le petit bébé dans un linge, etc., etc. Et les papas lui lisaient ce livre tous les soirs, pour le plus grand plaisir de Kevin, qui ne s'en lassait jamais. C'était d'ailleurs son livre préféré, et il avait commencé d'ailleurs à le feuilleter tout seul. Le livre et l'enfant étaient inséparables. Et ce n'est qu'1 an plus tard, à l'âge de 4 ans, que Kevin a réellement compris que son histoire préférée était en réalité la sienne. Oui, c'est lui le bébé métro. Kevin a même plus tard insisté pour ramener son livre à l'école afin de le lire à ses petits camarades lors d'un spectacle. Mais voilà, Kevin, encore enfant, s'est rapidement demandé pourquoi on l'avait abandonné. Il s'est demandé ce qu'il avait bien pu faire de mal pour qu'on le laisse par terre dans le métro. Et alors qu'il était dehors, il n'avait de cesse de regarder autour de lui, et dès qu'il voyait une dame qui avait à peu près sa couleur de peau, il tirait les manches de ses papas et leur demandait si ce n'était pas elle, par hasard, sa maman. Et Kevin était curieux, certes, mais c'est tout. Il n'était pas plus perturbé que ça, au point même de finalement laisser tout ça derrière lui. Il n'a plus ressenti le besoin de savoir qui étaient ses parents biologiques, ni le pourquoi du comment. Il n'avait Dieu que pour Daddy Danny et Papa Pete, comme il les appelait. Et la famille est comblée. Danny dira « Ma vie est devenue beaucoup plus riche. Il a changé ma vision du monde, mes objectifs et mes perspectives. » Et puis les années passent, Kevin est un enfant épanoui, et voilà qu'en 2011, Pete et Danny sont enfin autorisés à se marier. Et Kevin a dit à ses papas « Papa, est-ce que les juges ont le droit de marier les gens ?» Et Danny, ému, a compris que Kevin parlait de la juge, grâce à qui tout ça était possible. Alors il a fait des recherches, il a constaté que oui, c'était possible. Alors non sans émotion, il s'est emparé de son ordinateur pour écrire à la juge, qui lui avait fait le plus beau des cadeaux, lui demandant si elle accepterait de les marier. Et à peine 2 heures plus tard, la nouvelle tombe. Oui, elle en serait ravie, avec plaisir même. Et après une émouvante cérémonie, Danny a déclaré « Voilà, la boucle est bouclée.
Kevin a maintenant 22 ans, il étudie les mathématiques et l'informatique à l'université, et cela fait bien longtemps qu'il a dépassé en taille ses papas. C'est un grand gaillard qui croque la vie à pleines dents sous le regard attendri de ses papas. Et Pete dira: il adore jouer au frisbee, il a couru de nombreux marathons, il a dansé avec le National Dance Institute de l'âge de 9 ans à l'âge de 14 ans, il a appris le piano et la guitare tout seul, et ses parents le décrivent comme un enfant respectueux, profondément empathique et gentil. C'est quelqu'un qui observe beaucoup les gens et les choses, et il n'est pas du genre à chercher l'attention. C'est une véritable force tranquille, un peu comme ce bébé, souvenez-vous, dans le métro, qui était d'un calme olympien. Il est plutôt taiseux, mais c'est un leader naturel. Il n'a jamais eu besoin d'imposer son autorité, ses camarades lui ont toujours fait confiance et aimé se fier à lui. Et selon ses parents complètement gaga, il a aussi un formidable sens de l'humour. Et il est bien évidemment la plus grande fierté de ses parents. Pete dira même: je ne savais pas que ce niveau d'amour profond existait jusqu'à ce que mon fils entre dans ma vie. Il a même écrit un livre sorti en 2020 intitulé Notre bébé métro. Et Danny ne sait toujours pas, donc, qui sont ses parents, et à vrai dire, et comme je vous le disais, ça fait des années qu'il s'en moque. Il n'éprouve pas le besoin de les retrouver, les tests ADN, tout ça, il s'en moque, et d'ailleurs jamais, encore une fois, sa maman ne s'est manifestée, même pas en 2020, quand l'affaire a suscité un regain d'intérêt à la sortie du livre de Pete. Voilà. Dites-nous si vous avez vu notre TikTok hier sur cette histoire, et faire tenir une telle histoire sur 1 minute 20, c'était pas un exercice facile, mais aussi et surtout, c'était pas suffisant. Vous avez été quelques d'ailleurs à nous dire: mais on n'a pas toute l'histoire, on aimerait tout avoir. Et bien voilà, c'est fait. Alors on traitera à l'occasion ce type d'histoire en 2 formats, un format long pour YouTube, un format court pour TikTok, mais notez bien que ce sera pas toujours le cas, parce que nombre d'histoires qu'on va traiter sur TikTok ne tiennent pas sur un format YouTube. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous suivre sur notre Instagram, les YouCrim Sisters, et désormais sur notre TikTok, les YouCrim Sisters également, et nous postons une vidéo chaque jour. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un petit like. Merci à tous ceux qui nous ont écrit sur TikTok des messages fabuleux, nous félicitant, nous soutenant. Je vous le dis, je l'assume, on a été accueillis comme des reines. Merci, merci, merci à vous, et merci du fond du cœur pour votre accueil, et les messages n'ont de cesse d'arriver. J'essaye de les choper à chaque fois pour répondre, mais j'imagine qu'il y en a plein qui ont dû passer à la trappe, parce qu'il y a déjà énormément d'émulsions là-bas. En tout cas, merci donc du fond du cœur. Quant à moi, je vous dis à très vite sur YouCrim pour une autre triste histoire, les amis, et à tout à l'heure sur TikTok pour également une autre triste histoire.